8h45, on débriefe l'actualité du jour avec Christian Parizeau. Bonjour, conseiller économique pour Aurel BGC, président d'Altaïr Economics. On commence avec les taux quand même. Christian, on parlait hier du taux français à 3,62. Là, on a le Bund qui se rapproche des 3%. On est quand même sur une hausse généralisée des taux européens. Pas que. Et même américains. Américains et japonais. Surtout. Ouais, donc tout le monde. Tout le monde. Hein. Alors, ça traduit plusieurs éléments. Hein. D'une part, ça traduit une vraie crainte sur les émissions obligataires qu'on aura en 2026. On commence à arbitrer. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on est à un moment où les banques centrales ont plutôt une volonté de baisser les taux, ont plutôt baissé les taux par le passé, et on voit que ça se répercute pas. On voit qu'il y a une prime de risque qui est en train de s'installer lorsqu'on prête aux États, et donc c'est un signal. C'est quand même un signal important. C'est un signal aussi parce que c'est l'effet papillon du Japon. Hein. Faut pas se leurrer. Les investisseurs japonais sont des gens qui investissent énormément sur les marchés obligataires à l'étranger. On est en train de se dire que s'ils ont des taux domestiques à 2%, pour les attirer, pour qu'ils investissent dans notre dette, ça va commencer à coûter cher et va falloir mettre une prime. Donc je pense qu'il y a un aspect d'offre, perspective quand même d'émissions qui sont importantes, et puis un aspect très clairement aujourd'hui qu'on est plus sur une surépargne au niveau mondial. Va falloir attirer des investisseurs, et là les États vont devoir voir leurs factures augmenter, et on voit que c'est un peu déconnecté des politiques monétaires des banques centrales, ce qui peut leur poser à terme un problème aussi, hein, parce qu'on veut avoir une politique monétaire neutre, mais là on est quand même en train de durcir les conditions de financement des entreprises, parce que derrière les taux d'État, c'est naturellement votre coût d'emprunt pour les entreprises, pour les ménages, et donc finalement ça contredit un petit peu ce qu'ils essayent de faire en politique monétaire. Donc ça montre que l'année 2026, la partie obligataire sera déterminante dans l'orientation des marchés. Mais vous craignez une crise de la dette Non, je crains pas une crise de la dette. Je pense qu'on est plutôt dans l'idée aujourd'hui, alors à part si on avait vraiment un retournement de l'investissement autour de l'IA, parce que ce qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui, c'est qu'on manque d'épargne. Vous savez, on a souvent entendu, on parlait qu'il y avait un excès d'épargne au niveau mondial. Là, c'est plutôt l'inverse, parce qu'on a tellement d'investissements. On parle d'un nouveau cycle, à tort ou à raison, l'avenir nous le dira, d'un nouveau cycle d'investissement dans l'IA, ça mobilise énormément d'épargne pour ces investissements-là. De l'autre, on a des États qui se sont beaucoup endettés et qui ont du mal quand même à avoir des situations budgétaires stables. Donc tout ça fait que ça crée vraiment aujourd'hui une pénurie. Donc comme tout, hein, l'épargne vaut plus cher quelque part. Tout a un prix, et donc ça a un prix. Donc c'est pas à vous dire que non, ça pose un problème aux États parce que ça va être très difficile d'avoir une politique budgétaire saine et de réduire l'endettement. Mais ça traduit surtout au niveau mondial le fait qu'aujourd'hui l'épargne vaut quelque chose, et on part peut-être d'un extrême. Vous vous souvenez les taux négatifs il y a encore quelques années où finalement avoir d'épargne ça rapportait rien. On va avoir de nouveau des taux réels beaucoup plus élevés, et ça c'est à prendre en compte, et c'est un élément quand même à prendre en compte dans les investissements et dans le choix d'investissement. Pendant ce temps-là, on a le cours de l'or qui continue de monter. On a pris quasiment 70% depuis le 1er janvier. Là, on est quasiment à 4500 $ l'once. C'est inquiétant ou c'est amené à continuer ? Alors, c'est quelque part inquiétant quand même, parce que dans ce que je viens de dire là, c'est quand même inquiétant, parce qu'on se dit qu'il y a plein d'investissements aujourd'hui, donc des investissements qui sont rentables. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans l'or qui vous rapporte rien. Ça n'a pas de rendement, l'or. Après, vous pouvez anticiper que l'or continue à monter, donc c'est un effet court, mais vous n'avez pas de rendement, vous n'avez pas de coupon, vous n'avez pas de dividende. Donc ça ne crée pas de richesse, ça génère pas finalement de la croissance économique. Donc quand on va vers l'or, c'est qu'on a peur, c'est qu'on a des incertitudes. Alors on va mettre en avant les incertitudes géopolitiques. Monsieur Trump sait aussi animer les choses autour de ce risque-là. Bon, il y a l'aspect géopolitique, mais plus globalement, ça traduit aussi peut-être aussi une défiance vis-à-vis des dettes souveraines. Et ça, pour moi, ça c'est un petit signal quand même un peu inquiétant. Vous corrélez les deux directement. Alors, pas vous dire que les investisseurs ils vont pas du jour au lendemain vendre toutes les obligations de l'État français, toutes les obligations des différents États pour tout mettre en or. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des investisseurs qui veulent augmenter la pondération de l'or dans leur portefeuille. Encore une fois, ça sera toujours marginal, parce que le marché de l'or, c'est tout petit par rapport à... Oui, mais on a été avec Alain Bocobza de la Société Générale tout à l'heure, c'est ce qu'il disait. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une repondération de l'or dans les portefeuilles, et ça traduit une volonté quand même des investisseurs de moins être sensibles à ce qui se passe sur le marché obligataire. Donc ça, c'est aussi un petit signal, un signal qui n'est pas forcément rassurant pour l'avenir, parce que l'or, c'est pas l'actif que vous jouez lorsque vous avez des perspectives de croissance, ou alors pourquoi investir sur l'or quand vous avez peut-être le potentiel autour de l'IA? Donc ça traduit quand même quelque chose qui traduit quand même une certaine défiance des investisseurs. Dans l'actualité, Christian, également, Air France qui se retrouve attaqué par les défenseurs du souverainisme après une vidéo montrant l'installation de Starlink dans les avions. Est-ce qu'il faut acheter européen, peu importe si c'est bien ou pas? Alors, non, la réponse non, parce que si vous achetez européen et que vous n'avez pas... Alors, on est dépendant des technologies extérieures. Hein. Votre câble USB-C, il dépend de technologies qui ne viennent pas d'Europe. Hein. Donc, on est tous les jours, on utilise des technologies qui ne sont pas européennes et on n'y arrivera pas. On ne sera jamais sur toutes nos technologies. Ce qui pose plus problème, moi, je pense, dans l'aspect Starlink, c'est qu'ils ont une vraie avancée.
une capacité technologique qui est là et qui est inégalée, mais est-ce que cette avancée va pas créer un monopole? Et si c'est ça, ça pose un problème aux compagnies aériennes. Parce que si demain ils sont complètement dépendants de Starlink, ça pose un énorme problème. Donc je dirais que c'est là où on a un pouvoir politique. Les pouvoirs politiques doivent assurer la concurrence à Starlink. Alors on sait qu'on a loupé le coche, hein, donc ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais dire aujourd'hui à Air France, n'utilisez pas cette technologie qui est la seule sur le marché qui marche, c'est complètement pas le Wi-Fi, quoi. C'est ça que ça veut dire. Par contre, ça pose un problème pour les politiques de dire, attention, on ne peut pas rester sur un monopole technologique. C'est pas une question de souveraineté, c'est même une question de fonctionnement de marché. Dans toute économie, quand vous avez un monopole, on sait que les conséquences que ça a derrière, ça va faire véritablement ce que veut Starlink, c'est tuer la concurrence aujourd'hui, être présent partout, et derrière qu'il y a une barrière telle à l'entrée qu'ils imposeront leurs tarifs et ils bloqueront les compagnies aériennes. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'Europe développe une solution, non pas pour des aspects purement nationalistes, mais plutôt pour des aspects de concurrence, pour qu'il y ait véritablement que Starlink n'aille pas 100% de ce marché-là. On aura le PIB américain cet après-midi, des chiffres qu'on attend depuis un moment, donc ça sera la période juin-septembre. Oui, troisième trimestre. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Alors, ça va être pas mauvais sur le fond, mais ce qu'il va falloir regarder, c'est comme toujours, c'est le fait que c'est une croissance très déséquilibrée. Alors, il y aura un petit peu mieux au niveau de la consommation, mais ça risque d'être l'investissement. Alors, on va dire c'est super, c'est l'investissement, mais l'investissement dans un secteur technologique qui pour beaucoup, contribue à cette croissance. Donc, oui, ça sera bon, mais encore une fois, avec peut-être une croissance résiliente, mais déséquilibrée, si je dois résumer. C'est un peu ça l'image. Donc, ça pose des interrogations pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde n'a pas de visibilité sur la croissance aux États-Unis. Alors c'est peut-être une force pour l'Europe. L'Europe, je vais vous dire, c'est bof pour demain, mais ça sera bof et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Aux États-Unis, il y a beaucoup de scénarios qui sont ouverts parce que justement, on a une solide croissance, mais très déséquilibrée, très concentrée sur certains secteurs. Et ça, c'est quand même des éléments de fragilité pour l'avenir. Mais vous nous aviez dit la semaine dernière que les chiffres sur le chômage ne valaient rien. Là, le chiffre du PIB, il va être moins fiable. Très clairement, parce qu'il y a pas mal de statistiques qui sont incomplètes sur le troisième trimestre et en plus qui ont été partielles. C'est-à-dire qu'on a fait moins de relevés. Donc il sera forcément beaucoup moins fiable. Maintenant, on a quand même des indicateurs avancés qui nous permettent de dire que ça sera une croissance autour de 3%, ce qui est un peu autour du consensus. Ça serait pas étonnant qu'on soit... Mais c'est vrai qu'on peut avoir une surprise, parce que bon, c'est quand même... il y a de la volatilité. Et forcément, aujourd'hui, sur les statistiques américaines, il faut être très très prudent dans notre analyse. Ce qui fait que même au niveau de la Banque centrale américaine, on va attendre beaucoup des statistiques du premier trimestre pour y voir un petit peu plus clair. En plus, même si les statistiques étaient fiables, le shutdown a quand même un impact économique. Donc là, c'est le troisième trimestre, ça sera pas le cas, mais ça a eu un impact sur le quatrième trimestre, donc on est quand même rentré dans un semestre très très de flou du côté de l'économie américaine. Merci beaucoup Christian Parizeau d'être venu ce matin. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si je ne vous vois pas avant.